La domestication des plantes. Chapitre. Cours de terminale en spécialité SVT. Alors, que signifie la domestication des plantes? L'homme a domestiqué les animaux, certains animaux du moins. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est capable de domestiquer une plante comme on domestique, entre guillemets, un chien, un chat, quelque animal de nos fermes? C'est ce que nous allons essayer de voir sur toute une série de cours. Bon, 4-5 cours à peu près, on verra. Donc l'objectif aujourd'hui sera de travailler la domestication des plantes sauvages. Donc, on a une plante sauvage, pour qu'elle devienne moins sauvage, on va la domestiquer. Oui, mais ça veut dire quoi? Quelle est la signification de sauvage? Est-ce que ça veut dire que dès l'instant où on voit la plante, elle va se sauver? Non, pas du tout. Ça veut dire l'utiliser d'une manière ou d'une autre afin qu'elle serve bénéfiquement à l'homme, avec un grand H. La sélection empirique ou programmée. Alors empirique, c'est quelque chose qui se base sur des faits, sur des expériences qui sont concrètes et non sur la théorie ou les hypothèses, etc. Donc là, lorsque l'on parle de sélection empirique, c'est quelque chose qui est basé sur des preuves, en quelque sorte. Donc la sélection, qu'elle soit empirique ou programmée, exercée par l'être humain sur les plantes cultivées au cours des siècles, a retenu des caractéristiques différentes de celles qui étaient favorables à leurs ancêtres sauvages. Cette sélection s'est opérée au cours de l'établissement d'une relation mutualiste entre les plantes et les êtres humains. Donc nous allons essayer dans ce cours de comparer une plante cultivée et des relations naturelles voisines présentant un phénotype sauvage. Donc je répète, nous allons essayer de comparer une plante cultivée et des populations naturelles voisines présentant un phénotype sauvage. Alors, phénotype, vous vous souvenez ce que c'est, quand on dit du génotype au phénotype. Le génotype, c'est le côté génétique et le phénotype, c'est la conséquence du génotype. Autrement dit, on a un phénotype moléculaire, les protéines, un phénotype cellulaire et un phénotype macroscopique globalement. Je n'entre pas dans les détails de ce que signifie phénotype. On a largement vu ça dans d'autres cours, notamment dans les cours de première spécialité SVT et terminale spécialité SVT. Donc, nous allons également identifier des caractères favorisés par la domestication. Alors ça peut être la taille, le rendement de croissance, le nombre de graines, la précocité, la déhiscence, la couleur, etc., etc. Alors notre objectif sera de constater les différences souvent très importantes qui existent entre les plantes ancestrales sauvages et la plante qui est cultivée et que l'on va dire moderne, donc sauvage moderne. Le constat de ces différences va conduire à identifier certains des traits sélectionnés par les populations humaines au cours du processus de domestication. Un trait, c'est une caractéristique en fait. Par exemple, si on parle des petits pois lisses ou petits pois ridés. Donc le trait, c'est un trait lisse et un trait ridé qui proviennent indirectement, donc ce sont des phénotypes qui proviennent indirectement du génotype, donc des gènes particuliers qui vont s'exprimer pour donner un phénotype particulier, donc un trait particulier. Donc, processus de domestication en sélectionnant des traits particuliers qui sont intéressants pour l'homme. Et ce processus est mis en perspective historique. Il s'agit d'un processus itératif très long, commencé avec les premières mises en culture de plantes sauvages et se poursuivant durant des millénaires. Donc on a une sélection empirique ou massale. Donc voilà ce que l'on propose comme objectif. Alors essayons de
dégager une problématique, bien que l'on ait déjà compris de quoi il s'agissait. La domestication des plantes sauvages. Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut entendre par domestication? Par plantes sauvages. Plantes sauvages qui sont domestiquées, animaux sauvages qui sont domestiqués. Bon, on connaît l'exemple des chiens, par exemple, des chats. L'ancêtre du chien serait peut-être ce qui correspondrait à un loup. Bon, maintenant, au niveau des plantes, comment est-ce qu'on peut parler de domestication de plantes sauvages? Les plantes que l'on dit domestiques sont celles qui doivent leur existence à leur survie, à la culture qui est pratiquée par les hommes. Elles sont issues de plantes sauvages qui ont été transformées au cours d'un très long processus de domestication. Cela a commencé il y a très longtemps, dans une période que l'on appelle le néolithique, alors que certains groupes d'humains se sédentarisaient, passant du statut de chasseur-cueilleur au statut d'agriculteur. Donc nous allons essayer de nous poser la problématique suivante, c'est comment au cours de l'histoire les plantes cultivées sont-elles devenues des plantes domestiques, ou du moins comment certaines plantes cultivées actuellement sont devenues des plantes domestiques. Donc elles sont cultivées actuellement, mais autrefois elles n'étaient pas cultivées. Et pourtant, entre le non cultivé et le cultivé, il y a eu une domestication progressive qui a fait que aujourd'hui certaines plantes sont cultivées et proviennent de plantes sauvages. Donc nous allons voir dans une première étude, un premier document, on va dire, donc les plantes actuellement cultivées diffèrent beaucoup de leurs ancêtres sauvages. Et on va voir en quoi ces plantes qui sont cultivées actuellement diffèrent des plantes sauvages. Donc si possible de la même espèce évidemment. Ensuite, nous allons essayer de voir les premiers effets de la domestication sur les caractéristiques d'une plante. Et puis nous terminerons par l'étude, on va discuter un petit peu donc des siècles de sélection empirique à l'origine d'une biodiversité qui est cultivée. Alors commençons par essayer de comprendre en quoi les plantes actuellement cultivées diffèrent de leurs ancêtres sauvages. Alors, la plante sauvage à l'origine du maïs, quelle est-elle? Imaginez, vous voyez un champ de maïs. Donc, vous voyez plein de maïs, des épis de maïs, vous voyez du maïs, un champ de maïs qui est plus ou moins évolué en grandeur. Donc, quel est à votre avis son ancêtre? Eh bien, la plante sauvage à l'origine du maïs était une espèce aujourd'hui disparue. Alors c'est gênant parce que si on veut retrouver l'espèce d'origine, la plante sauvage à l'origine de ce maïs, si elle n'existe plus, comment est-ce qu'on peut faire pour la retrouver? Alors on pense peut-être à des plantes qui ont été fossilisées, que l'on peut peut-être retrouver dans certains endroits, malgré qu'elles soient disparues. Bon, est-ce qu'elle est vraiment disparue à 100%? Donc dans les années 1930, George Biddle, un chercheur américain, a comparé les caryotypes du maïs et caryotypes de la théocinthe, T-E accent aigu O-S-I-N-T-E, qui est une plante mexicaine. Et donc, George Biddle, on a dit, comparant les caryotypes du maïs et de la théocinthe, une plante mexicaine, il a fait l'hypothèse que cette dernière pourrait être la plante sauvage recherchée. Quelques temps plus tard, donc 30 ans plus tard, ce même chercheur, George Biddle, a montré par des expériences de croisement que maïs et théocinthe sont en effet étroitement apparentés. D'autres preuves, notamment des preuves archéologiques, viendront confirmer ces conclusions. Le maïs a donc été domestiqué à partir de la théocinthe au Mexique il y a environ 9000 ans. Il a été introduit en Europe à la fin du XVe siècle. Donc si vous regardez la morphologie de la théocinthe et du maïs, donc les morphologies, donc théocinthe et maïs, que vous pouvez trouver sur internet ou sur le manuel scolaire,
vous allez voir donc qu'il y a des inflorescences mâles de chaque côté et qu'il y a également des inflorescences femelles qui sont les épis. Alors, évidemment, bon, si on dit il y a des inflorescences mâles, bon, et femelles, d'accord, mais encore faut-il les comparer. Donc quelques caractéristiques de la théocynthe et du maïs, essayons d'approfondir un petit peu plus la comparaison. Donc on va voir en 3 colonnes et 3 lignes les parties aériennes de la théocynthe et du maïs actuel, puis nous verrons l'appareil reproducteur de la théocynthe et du maïs actuel, et nous terminerons par à maturité, ce que l'on obtient au niveau de la théocynthe et du maïs actuel. Et entre parenthèses, on verra aussi tout à l'heure dans une autre photo que vous allez pouvoir vous trouver sur Internet, donc les épis à différents stades de la domestication entre la théocynthe et l'épi de maïs hybride actuel par exemple. Alors, quelques caractéristiques de la théocynthe et du maïs. Partie aérienne d'abord. La théocynthe. Plusieurs tiges sont ramifiées. Donc si vous regardez, si vous avez une photo en parallèle de la théocynthe comparée avec le maïs, vous allez voir que la théocynthe est beaucoup plus ramifiée. Donc les tiges, il y a beaucoup plus de tiges, donc ils sont ramifiés, que le maïs. Puisque le maïs actuel a une seule tige. Donc vous voyez déjà la différence entre les parties aériennes. Ensuite, au niveau de l'appareil reproducteur. Pour la théocynthe, il y a de très nombreux épis. À 2 rangées de grains. Donc très nombreux épis à 2 rangées de grains. Et pour le maïs actuel, il y a 1 à plusieurs épis comportant une vingtaine de rangées. Donc déjà une deuxième différence entre dans l'appareil reproducteur, donc très nombreux épis d'un côté mais 2 rangées seulement de grains, les petits grains de maïs là, alors que pour le maïs, donc plusieurs épis et une vingtaine de rangées. Donc c'est quand même déjà plus intéressant au niveau de la nourriture, admettons, si on veut rechercher quoi manger pour l'être humain qui envahit de plus en plus la planète. Et ensuite, à maturité, concernant la théocynthe, il y a désarticulation des épis et chute des grains au sol. Alors que pour le maïs actuel, il y a des épis stables et les grains restent soudés. Donc c'est relativement intéressant si les grains restent soudés. Alors évidemment, là on voit que entre la théocynthe et le maïs actuel, il y a des différences, mais qui sont un peu semblables. Enfin, il y a un peu de similitude quand même, donc on comprend bien que ça puisse être l'enceinte, que la théocynthe puisse être l'ancêtre, pas l'enceinte, mais l'ancêtre du maïs cultivé actuel. Et si on regarde les épis à différents stades de la domestication, eh bien on a la théocynthe d'abord, puis un épi tel qu'il était il y a 7000 ans. Vous voyez qu'il est tout petit, c'est un tout petit épi, avec plusieurs rangées de grains. Et puis un épi de lignée, on appelle un épi de lignée donc qui est un petit peu plus grand. Et puis l'épi de maïs hybride qui est beaucoup plus grand et qui contient donc des épis stables avec des grains qui restent soudés, etc. etc. Bon, maïs tel que vous êtes capable de le reconnaître aujourd'hui. Ensuite, je vous propose de parler de la carotte sauvage, Docus carota carota, et de la carotte cultivée. Faire une comparaison entre les deux. Alors pareil, vous pouvez vous trouver une photo sur Internet. Vous allez voir, vous allez comparer en fait la carotte sauvage et la carotte cultivée. Donc les premières traces avérées de culture de la carotte datent du Xe siècle en Iran. Le berceau serait l'Asie centrale et probablement l'Afghanistan. Alors, vous pouvez faire une activité pratique avec votre enseignant afin d'estimer les effets de siècles de domestication sur les caractéristiques des plantes. Premièrement, vous pouvez mesurer les dimensions, donc longueur, diamètre, volume, des organes de diverses plantes cultivées. Ensuite, comptez le nombre de tiges, de graines, de fruits présents sur un pied. Puis,
peser la plante entière et ses parties utiles. Ensuite, déterminer les constituants organiques présents par des tests simples et rechercher ces caractéristiques chez les plantes sauvages de la même famille porteuses de caractères ancestraux. Donc nous en reparlerons tout à l'heure. Donc voilà pour ce qui concerne le premier document. Donc concernant des plantes actuellement cultivées qui diffèrent beaucoup de leurs ancêtres sauvages, avec l'étude, la comparaison entre la théocynthe qui serait l'ancêtre du maïs actuel, donc, et comparaison avec le maïs actuel. En passant par une petite activité pratique dont on va reparler tout à l'heure. Et vous, tout seul, vous pouvez comparer la carotte sauvage avec la carotte cultivée et vous faire un avis. Et vous pouvez même aller vous promener dans les champs, si c'est le printemps ou l'été, par exemple, ou l'automne, et puis repérer ce que c'est qu'une carotte sauvage, et puis la comparer vous-même avec une carotte cultivée en prenant des photos, en faisant des partages, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc. Ça peut être amusant. Alors ensuite, et avant ce ensuite, donc résumons un petit peu ce que l'on a vu dans le document 1. Donc ce sont deux exemples de domestication, le maïs et la carotte. Donc ces deux exemples de domestication, le maïs et la carotte, permettent de mettre en évidence quelques traits sélectionnés lors du processus de domestication de ces deux plantes cultivées en envisageant ses effets sur la plante tout entière et non sur la seule partie utilisée par l'homme. Ensuite, essayons de voir les premiers effets de la domestication sur les caractéristiques des plantes. Alors, de nombreuses recherches archéologiques ont étudié et daté au carbone 14 les premières plantes domestiquées dans leur berceau d'origine, au Moyen-Orient pour les céréales, comme le blé et l'orge, ou en Chine pour le riz. Donc Moyen-Orient pour les céréales, le blé et l'orge, ou bien en Chine pour le riz. Ces recherches ont permis de caractériser les effets de la sélection exercée sur les humains, sur les plantes, au début du processus de domestication. Donc, il faut bien comprendre que la datation se faisait au carbone 14 et on a comparé, on a fait des recherches sur ces plantes domestiquées dans leur berceau d'origine, parce qu'elles n'ont pas été domestiquées tout en même temps, à plusieurs endroits en même temps de la Terre. Certaines ont poussé naturellement à plusieurs endroits, mais d'autres ont leur origine dans un endroit spécial. Par exemple, le blé et l'orge au Moyen-Orient, le riz en Chine, etc. Et ensuite dispersion à différents endroits éventuellement, notamment dispersion pour le commerce, pour l'alimentation, etc. Alors, les graines des blés sauvages tombent au sol lorsqu'elles arrivent à maturité. Elles se ressèment donc spontanément, mais cela rend leur récolte très difficile. Évidemment, si les graines tombent, c'est difficile d'aller rechercher ou prendre des graines qui sont tombées sur la terre, c'est pas évident. Les vestiges archéologiques montrent qu'après 1 à quelques milliers d'années de culture de ces blés sauvages, des formes présentant de nouveaux phénotypes vont apparaître. Ainsi, par exemple, les épis des céréales ne se fragmentent plus et les graines ne tombent plus au sol. Donc c'est déjà beaucoup plus intéressant. Question nourriture, par exemple, ou question récolte. La taille des grains va augmenter progressivement. Et la plante ne se ressème plus seule, mais la récolte est en revanche grandement facilitée. Donc si on regarde un graphique montrant la fréquence des formes de céréales ne disséminant pas leurs fruits au début de leur domestication dans leur berceau
d'origine. Donc, graphe qui correspond à la proportion de fruits non disséminants en fonction des années avant le présent, donc before present. On va de 0 jusqu'à 1 concernant les proportions de fruits non disséminants et de 14 000 à 6 000 concernant les années. On s'aperçoit que pour le blé, à partir de 12 000 ans à peu près, eh bien, la proportion de blé non disséminant est très importante puisqu'elle atteint pratiquement le 100%. Et même raisonnement pour l'orge. À partir de 12 000 ans, on obtient pratiquement 100% de fruits non disséminants. Et pour le riz, c'est seulement à partir de 5 000 ans, non un peu plus, 7 000, 6 500, 7 000 ans à peu près, que la proportion de fruits non disséminants devient relativement importante, mais que 40%. Donc c'est un petit peu moins. Donc ça veut dire que beaucoup de grains de riz vont tomber par terre. Mais enfin, concernant le blé et l'orge, eh bien on voit bien que c'est à partir de 12 000 ans. Alors, pourquoi 12 000 ans? Le berceau de la récolte, de la domestication, peut-être, enfin, on imagine qu'il se situe aux environs de 12 000 ans, puisque là, on a un graphique qui parle de 12 000 ans, mais on n'a pas tous les documents en notre possession, donc on peut juste faire une hypothèse que c'est à partir de 12 000 ans que le blé et l'orge ont vraiment été domestiqués de manière importante et consommés de manière importante, puisqu'on a 100% de fruits non disséminants, donc la récolte est beaucoup plus intéressante, évidemment. Alors, encore quelques mots concernant ce document numéro 2. Donc, ce document numéro 2 s'intéressait à un trait sélectionné chez 3 exemples de céréales qui en a conditionné les possibilités de culture. En effet, les espèces ancestrales du blé, de l'orge et du riz partagent la particularité de disséminer leurs fruits, rendant les récoltes très difficiles. La sélection de phénotypes non disséminants est un processus partagé par différentes populations humaines sans lien entre elles. Son intérêt est aussi de montrer la lenteur du processus qui traduit aussi l'empirisme du processus de sélection. Ensuite, troisième document, en fait, on va parler donc des siècles de sélection empirique à l'origine d'une biodiversité cultivée. Depuis la plus haute antiquité, les agriculteurs trient les plantes les plus performantes pour les multiplier. Alors, vous pouvez vous procurer sur Internet une modélisation simple d'une sélection empirique. Vous allez voir la population à l'année N, sélection des semences les plus intéressantes et ensuite population année N plus 1. Donc, par exemple, vous allez voir un certain nombre de petits ronds sur un carré. Et puis on a sélection des semences, alors qui sont représentées symboliquement par différentes couleurs, par exemple orange, marron, blanc. Bon. Dans le premier carré, on a une population N avec plein de petits ronds. Donc par exemple, on a un certain nombre de petits ronds blancs, comme des petites billes blanches, et puis un certain nombre de orange, un certain nombre de marron. Et puis, à partir de cette population de graines récoltées pour l'année N, les hommes font une sélection des semences les plus intéressantes et du coup oublient un petit peu celles qui sont moins intéressantes et qui se trouvent donc affaiblies au niveau du nombre et donc à la faveur de l'augmentation du nombre de populations sélectionnées, en fait, ou d'espèces sélectionnées. Et on arrive à la population N plus 1 où, par exemple, s'il n'y avait presque pas de orange, de graines oranges de grains de plantes oranges dans le premier carré, on se retrouve avec un nombre d'oranges très important. Donc là, on voit qu'à partir de pas grand-chose, mais intéressant, on obtient du beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est la modélisation simple d'une sélection empirique. Donc dans ce modèle,
Les graines récoltées sont d'autant plus intéressantes pour constituer la semence de l'année suivante qu'elles sont foncées dans notre exemple, évidemment. Mais le tri des graines est une tâche difficile aux résultats qui restent imparfaits. Donc depuis des millénaires, en fait, les plantes sont cultivées, elles germent, elles se développent, elles fructifient sous l'œil attentif des agriculteurs. Donc là, les agriculteurs regardent les choses. Ils se basent sur des faits, sur des expériences qui sont réelles, avec des résultats réels. Et là, on parle bien d'empirisme. Puisque les agriculteurs observent les choses et voient quelles plantes sont les plus intéressantes. Ils repèrent chaque année les individus les plus résistants aux maladies également, aux intempéries, résistants aux intempéries, et ceux qui produisent les meilleurs résultats. Et ils choisissent leur prochaine semence parmi ces meilleurs individus. Et cette méthode est une méthode de sélection artificielle qui modifie très lentement les caractéristiques génétiques de la population de départ, mais sans jamais l'uniformiser. Les critères de sélection peuvent varier selon les lieux et au cours du temps. Elle est à l'origine de l'immense diversité des variétés dites de pays ou paysannes. Donc voilà pour cet exemple de document qui montrait donc que pendant des siècles, il y a eu une sélection empirique à l'origine d'une biodiversité qui est cultivée aujourd'hui. Donc on a bien décrit le processus de sélection empirique dans ce troisième document qui a prévalu jusqu'au début, voire au milieu du XXe siècle. Alors maintenant, je vous propose de travailler un petit peu. Je vous propose de répondre à trois problèmes, de répondre à trois questions pour résoudre la petite problématique suivante, pour comprendre comment sont apparues les plantes domestiques. Autrement dit, comment sont apparues les plantes domestiques. Alors que notre problématique, c'était comment au cours de l'histoire les plantes cultivées sont-elles devenues des plantes domestiques. Ça, c'est notre problématique de départ. Et la sous-problématique qui est un petit peu simplifiée, c'est pour comprendre comment sont apparues les plantes domestiques. En fait, c'est la même chose. Donc, trois questions que vous allez noter. Je ne les répéterai pas après ces questions, je vais simplement vous donner la correction. Première question que vous allez pouvoir noter. Décrivez l'intérêt pour les populations humaines des caractères sélectionnés au cours des premières étapes de la domestication. Alors je répète. Décrivez l'intérêt pour les populations humaines des caractères sélectionnés au cours des premières étapes de la domestication. Deuxième question. Proposez des hypothèses sur l'apparition de phénotypes modifiés au cours de la domestication. Je répète. Proposez des hypothèses sur l'apparition de phénotypes modifiés au cours de la domestication. Et troisième question. Expliquez comment la sélection empirique, vous vous souvenez empirique, hein? Donc expliquez comment la sélection empirique a pu influer sur la fréquence des allèles favorables aux populations humaines. Expliquez comment la sélection empirique a pu influer sur les fréquences des allèles favorables aux populations humaines. Vous vous souvenez ce que c'est un allèle, hein? Les allèles sont différentes versions d'un gène. Donc voilà. Donc là, vous mettez sur pause, hein, vous attendez un petit peu, puis je vous donne quelques éléments de correction. Alors, première question, voici la réponse, une des réponses possibles. Premièrement, donc, pour décrire l'intérêt des caractères sélectionnés au cours des premières étapes de la domestication, il peut paraître pertinent de comparer les plantes sauvages et les plantes cultivées qui en dérivent. Ça paraît évident. Donc les caractères sélectionnés présentent des intérêts très divers qui sont souvent d'ailleurs combinés. Premier intérêt, c'est intérêt agronomique. Donc caractère facilitant la récolte, la conservation et le transport des semences
le semis, l'entretien de la culture, la tolérance ou bien la résistance des plantes aux conditions de culture, aux maladies, aux ravageurs, etc. Deuxième caractère sélectionné qui présente un intérêt, ce serait des intérêts technologiques. Par exemple, capacité des produits à être transportés, conservés, transformés. Et troisième intérêt, ce sont des intérêts fonctionnels, c'est-à-dire des caractères intéressants pour l'usage final qui est fait de la plante, comme par exemple les qualités nutritives, gustatives, voire esthétiques, pourquoi pas. Ensuite, deuxième question. La réponse à la deuxième question, je vous ai dit, je ne répète pas les questions. L'apparition de phénotypes modifiés au cours de la domestication peut avoir de multiples origines. D'abord, la diversification des génomes du fait des accidents chromosomiques, première origine. Deuxième origine, alors tout ça on a déjà étudié, le côté génétique dans d'autres cours. Bon, c'est pour ça que je vous détaille pas. Diversification des génomes du fait des accidents chromosomiques. Deuxième chose, donc les transferts horizontaux de gènes. Et troisième chose, la génétique mendélienne et les brassages alléliques. Donc tout ça, chacun des phénotypes modifiés intéressants au cours de la domestication, évidemment, demande une étude un petit peu plus approfondie si on voulait détailler, si je vous demande comment se diversifient les génomes du fait des accidents chromosomiques. Eh bien là, on a des cours particuliers que l'on a fait antérieurement. Transferts horizontaux de gènes, c'est pareil, on a vu ça également en cours, dans mes cours, et puis avec votre enseignant également, bon, évidemment. Et la génétique mendélienne et les brassages alléliques, ça on a étudié également. Troisième réponse à la troisième question. Pour expliquer l'influence de la sélection empirique sur la fréquence des allèles favorables aux populations humaines, je répète, pour expliquer l'influence de la sélection empirique sur la fréquence des allèles favorables aux populations humaines, on peut s'appuyer sur la sélection naturelle, la dérive génétique, l'effet fondateur, etc. Donc autant de phénomènes qui s'appliquent au sein de populations de plantes cultivées comme dans toute population. Des phénomènes favorisant ou défavorisant la transmission de caractères s'y exerce évidemment. Il n'y a pas que le côté positif, il peut y avoir le côté négatif, mais à ce moment-là, on ne sélectionne pas la plante. Donc certains sont encore des phénomènes naturels, mais l'influence humaine, volontaire ou non, peut être prépondérante. C'est l'homme qui décide en quelque sorte. Ainsi, la sélection empirique est une sélection artificielle par opposition à la sélection naturelle. Les pressions de sélection y sont d'origine humaine et non d'origine naturelle. Alors, sélection naturelle, c'est pareil, on a déjà fait des cours là-dessus. Donc voilà, je trouve que le cours est assez complet. Bon, cet exemple, avec des exemples, évidemment, bon, on peut faire un cours de 1000 manières différentes, évidemment. Donc la domestication des plantes sauvages, on a répondu à la problématique comment au cours de l'histoire les plantes cultivées sont-elles devenues des plantes domestiques. On a proposé une étude à partir des plantes actuellement cultivées qui différaient beaucoup de leurs ancêtres sauvages, en prenant l'exemple de la théocinthe, peut-être l'ancêtre du maïs actuel. On a pris l'exemple de la comparaison entre la carotte sauvage et la carotte cultivée, avec une petite activité pratique concernant la domestication. Donc on a vu des épis de maïs à différents stades de domestication. On a vu également que, donc, dans un deuxième document, les premiers effets de la domestication sur les caractéristiques des plantes. Et puis, on a vu également qu'il y avait des siècles de sélection empirique qui étaient à l'origine d'une biodiversité cultivée aujourd'hui. Voilà. Le cours est terminé. Merci.
Ah bah oui, je vais peut-être arrêter. Pas besoin de faire de singerie.